On va continuer cette matinée. Moi, j'étais en charge de vous parler de comprendre le bilan diagnostic qui est réalisé au début de votre prise en charge. Il y aura quelques redites avec la présentation du docteur Louis Duhanu de ce matin. Je ne pouvais pas faire sans. Donc pareil, si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à lever la main. Donc la question c'est, est-ce qu'il y a une ou plusieurs mastocytoses ? Donc ce matin, le docteur Louis Duhanu vous a montré la classification. Donc la plus fréquente et qu'on voit beaucoup en consultation en dermatologie, c'est la porte d'entrée aussi cutanée, avec des lésions cutanées qui ressemblent chez l'enfant à ces lésions qui sont polymorphes parce que la taille est très différente de toutes les lésions. Donc on appelle maculopapuleux parce que c'est infiltré, avec cette couleur un peu chamois, donc ce côté brun. Et quand on frotte, ça gonfle, c'est ce qu'on appelle le signe de Darry. Et chez l'enfant, la forme la plus fréquente est la forme donc polymorphe. Et la mastocytose de l'enfant, dans la très grande majorité des cas, va guérir avant les 18 ans. Donc elle ne ressemble pas à celle de l'adulte, qui ressemble plutôt donc à celle-ci, l'urticaire pigmentaire monomorphe, parce que toutes les lésions sont de la même forme. Et ça peut être plus ou moins diffus, parfois ça peut être très discret, ça peut être même confondu avec de simples taches de soleil ou des grains de beauté. Donc il faut avoir un œil assez averti. Après, on a les mastocytomes qui sont aussi plus fréquemment vus chez l'enfant. C'est une lésion unique ou maximum à 3 lésions qui va guérir. Et ces formes cutanées diffuses qui sont rarissimes. Donc, la mastocytose cutanée doit-elle faire suspecter une mastocytose systémique ? Ce matin, le docteur Louis Duhanu vous a dit que dans la très grande majorité des cas, oui. Souvent, elle est isolée que dans 15% des cas. Donc dans les formes systémiques, il y a les formes qui ont été citées ce matin, avec la forme indolente, la forme uniquement médulaire, donc il n'y a pas de lésion cutanée, les formes borderline, qui sont un peu frontières, et les formes avancées. Donc, là, je m'intéresse à la forme indolente. La mastocytose systémique indolente, c'est la forme la plus fréquemment vue au cours des consultations et la plus souvent retrouvée lors des bilans. Donc la première étape, quand on vous reçoit en consultation, c'est quand même de faire un interrogatoire. Surtout, on recherche des signes de dégranulation mastocytaire qui peut être vraiment très variés. Vous l'avez vu quand vous avez rempli le questionnaire au cours de l'hospitalisation. Donc, tous les symptômes sont souvent présents. Le plus fréquent et un peu plus spécifique, ça reste le flush qui est mis ici en évidence sur les photographies cliniques. Sur la femme en période périménopause, c'est toujours un peu compliqué de faire la différence aussi avec les bouffées de chaleur qui sont simples. Après, il y a les troubles digestifs, diarrhée, ballonnement, les nausées, le prurite, qui peut être en lien ou non avec des lésions cutanées, les angioedèmes, comme ça a été cité ce matin avec le professeur Guilleminot, et j'en passe. Donc, si on retrouve certains symptômes de dégranulation mastocytaire au moment de la première consultation, ce qu'on va faire souvent et d'emblée, c'est vous proposer quand même un traitement antihistaminique, voir s'il y a une réponse ou non à ce traitement. Et on peut aussi faire une tryptase sérique parce que c'est une prise de sang, c'est assez simple et assez accessible. Au moment de la consultation ou en laboratoire de ville, il n'y a pas de préférence. Est-ce qu'on va proposer un bilan ? Et pourquoi ? Oui, surtout s'il y a des lésions cutanées ou une tryptase augmentée. Donc on va rechercher ces critères de mastocytose systémique qui ont été cités ce matin et on va aussi faire un bilan de retentissement. Donc ces critères, c'est ceux-là, ceux qui vous ont été exposés ce matin. Donc, on n'a pas le choix de passer par une biopsie ostomédulaire. C'est quelque chose qui fait toujours un peu peur. Surtout la première fois, on vous voit, on dit on va vous faire un trou dans l'os. Très agréable. Mais après, dans la majorité des cas, ça se passe quand même globalement bien. On essaie d'encadrer le geste avec de l'hypnose si vous êtes réceptif, un petit gaz hilarant, un antalgique, un anxiolytique. On fait ça dans la chambre d'hospitalisation. Il y a toujours un peu de monde parce qu'il y a des externes en hospitalisation, on reste un CHU. Ils sont là pour regarder. Après, on va faire un myelogramme. Donc, on profite de faire une biopsie ostomédulaire et le myelogramme sur le même site. Un myelogramme peut se faire en sternal ou dans la hanche, mais vu qu'on est obligé de passer par la biopsie ostomédulaire, celle-ci se fait que dans la hanche. Donc, on fait tout au même site pour ne pas vous piquer 1000 fois et vous retourner aussi sur le lit. C'est pas très agréable. Donc, on commence par un myelogramme, on fait une ponction du suc médulaire, ça ressemble à du sang. Et c'est là, il y a toutes les cellules primitives qui vont être analysées. Et dans un second temps, on fait la biopsie. L'analyse génétique, elle peut être faite sur du sang ou sur la moelle, mais vu qu'on ponctionne la moelle, on va faire tout sur la moelle. Mais pendant cette hospitalisation, de toute façon, il y a aussi des prises de sang et on va rechercher la mutation activatrice KIT sur le sang. Parfois, ça nous arrive aussi de le proposer d'emblée en consultation parce que les résultats sont un peu longs. Et parfois, si on a un doute, on peut aussi commencer par la tryptase et le KIT sur le sang. C'est 6 semaines de délai pour avoir des résultats à peu près 6 semaines à 8.
Après, il y a l'analyse de cytométrie de flux, donc ces marqueurs des mastocytes qu'on a cités ce matin, le CD2, le CD25 et le CD30, qui va se faire sur la moelle aussi. Et donc, ce qui est plus accessible, la tryptase sérique qui se fait sur une prise de sang. Après, on propose une hospitalisation souvent de 3 jours parce qu'on va d'emblée faire un gros check-up avec le bilan de retentissement. Il n'y a pas eu la rhumatologue ce matin, mais dans la mastocytose systémique, on va rechercher s'il y a un retentissement osseux avec notamment une ostéopénie, une ostéocondensation, voire de l'ostéoporose. En gros, l'os est fragile ou l'os est très dense. On va faire aussi des bilans, aussi un peu de diagnostic différentiel, c'est pour ça que vous avez des scanners, etc. Parce qu'il y a d'autres choses qui peuvent faire augmenter la tryptase, ça n'a pas été cité, et puis on ne vous le dit pas, mais il faut éliminer quand même les causes paranéoplasiques, donc on élimine parfois un cancer qui peut faire augmenter de manière disproportionnelle la tryptase sérique. L'échographie du foie, c'est pour voir s'il y a un gros foie, une grosse rate. On verra après pourquoi, parce que c'est des critères qui peuvent être de gravité. Et là, l'ergologue, on en a bien discuté ce matin. Les IgE spécifiques ne sont pas dosés de manière systématique. Moi, je le propose seulement quand justement il y a une réaction anaphylactique sévère aux hyménoptères. Souvent, les IgE sont assez bas dans le cadre de la mastocytose et après, ça nous pousse à demander la consultation en allergologie. Et après, avec eux, on discute de savoir si oui ou non on fait une désensibilisation, si oui ou non on met un traitement pour encadrer la désensibilisation, plein de questionnements. Le suivi reste très individuel. Chaque patient est unique dans la mastocytose. C'est une maladie qui est orpheline et chaque patient est unique. Donc une mastocytose, un patient. Donc c'est vraiment des choses qui se discutent au moment de la consultation, au suivi. Les résultats du premier bilan, des ponctions médulaires et de la biopsie ostomédulaire, ça se fait sur une consultation qui suit l'hospitalisation avec un délai moyen de 6 semaines à 8 semaines parce que les résultats ne sont pas des résultats d'une simple prise de sang. Il y a des analyses génétiques, il y a des cytométries de flux, ça prend un peu de temps. Et l'idéal, c'est quand même d'avoir reçu tous les résultats pour faire le point avec vous au moment de la deuxième consultation et vous dire avec certitude si oui ou non on a des critères pour cette mastocytose, si oui ou non il y a quelques critères et donc du coup on vous classe en pré-mastocytose. S'il n'y en a pas, peut-être rechercher autre chose. Ce qui a été cité ce matin, c'est le syndrome d'activation mastocytaire, l'hyperalpha-tryptasémie. Moi, d'emblée, je ne fais pas faire la recherche génétique de l'hyperalpha-tryptasémie, c'est des choses qui se font de manière secondaire. Le suivi reste personnalisé avec une prise en charge thérapeutique individualisée. Il y a des traitements qui sont simples, symptomatiques, les antihistaminiques, les anti-H2, etc. Et des traitements qui sont un peu plus spécifiques et qui seront cités juste après ma présentation. Pour la forme borderline, le docteur Lividioni l'a rappelé ce matin, mais je fais un rappel, il faut la présence d'au moins 2 critères du signe B. Donc cette tryptase sérique qui est très augmentée, qui est supérieure à 20, ou une infiltration médulaire qui est supérieure à 30%. On ne va pas aller chercher tous les ans une biopsie ostomédulaire pour être sûr que vous avez évolué vers une forme borderline ou une forme avancée. Il y a quand même des prémices, des signes évocateurs qui nous font pousser à refaire ou non cette biopsie ostomédulaire. C'est quelque chose qui se fait très bien, facilement, qui est accessible, mais qui n'est pas non plus des plus agréables pour l'avoir vécu chez, je pense, la majorité des cas ici. Donc, on le fait seulement quand on a vraiment un critère qui nous pousse à rechercher. Okay ? L'organomégalie, elle est assez simple, elle peut être clinique, on palpe le ventre, on voit s'il y a un gros foie, une grosse rate, et si on a un doute, on peut demander une simple échographie qui n'est pas du tout invasif. On cherche aussi des ganglions. Et après, sur une prise de sang, on surveille s'il n'y a pas de signe de dysmylopoïèse. Donc ça veut dire qu'il y a la présence de cellules immatures dans le sang, qui proviennent de la moelle osseuse. Donc là, il faut 2 critères. Dans la forme agressive, c'est la présence d'un signe C. Donc souvent, c'est une perte de poids significative avec une hypoalbuminémie, les fractures osseuses pathologiques, une grosse rate, une grosse foie avec des conséquences comme l'acide. L'acide, c'est un peu le patient cirrhotique que vous voyez avec le gros ventre. Okay ? Donc là, c'est quand même assez parlant et assez brutal pour nous faire évoquer. On ne va pas vous faire de manière systématique donc tout ce bilan. D'accord ? Si vous avez été diagnostiqué il y a très longtemps mastocytose systémique indolente, ce que je dis à mes patients, souvent on reste dans la case mastocytose systémique indolente. On ne va pas évoluer toujours vers les formes les plus agressives. D'accord ? C'est rarissime. Ça arrive 1 à 2 fois par an, je dirais. Voilà. Merci Maëla. J'ai écouté. Deux petites questions. Moi, j'ai été diagnostiquée en 87.
Donc à l'époque, c'était la préhistoire. Je fais plus du tout de prélèvement cutané, parce que moi, le dermatologue que j'avais vu, il avait diagnostiqué la mastocytose avec un prélèvement cutané. Alors, par habitus, je suis quand même très sensibilisée à la mastocytose et la forme cutanée, qui est aussi un point d'appel majeur. Donc du coup, moi, je ne la fais pas faire systématiquement. C'est une maladie qui reste orpheline. Donc parfois, les allergos n'examinent pas les patients, ils ne voient pas les lésions cutanées, ils n'ont pas l'habitus. Les seuls qui vont vraiment pousser à la biopsie cutanée, c'est plutôt les dermatolibéraux, ceux que vous voyez en ville. Parce que, je sais pas, la dernière fois, c'était un patient qui venait pour un examen de dépistage des grains de beauté. Le dermato a constaté des lésions un peu atypiques, il a fait une biopsie et après, il m'a adressé secondairement pour la mastocytose cutanée. Moi, je suis aguerrie aux lésions cutanées, donc je ne vais pas vous pousser à faire une biopsie cutanée en consultation, alors qu'on va vous en refaire une en hospitalisation pour faire le kit sur la peau et confirmer la mastocytose cutanée. Ça va multiplier les prélèvements et les petites cicatrices, c'est pas non plus les plus agréables pour vous. Après, je n'ai pas eu tout ce protocole que je vais mentionner, parce qu'effectivement, c'était un méthodologie libérale. En 1987, on ne savait rien du tout sur la mastocytose. Donc la seule chose à l'époque, il m'a même prescrit une thérapie quand même. Oui. Voilà. Donc j'ai fait quelques malaises quand même dans la cabine. Et depuis, je n'ai pas eu tout ce suivi derrière. Alors maintenant, je viens une fois par an à Toulouse, parce que j'habite pas à Lanfranc. Je viens une fois par an à Toulouse. J'ai pas d'autres. J'ai un médecin généraliste qui fait attention à moi. Il n'y a pas d'autres suivis spécifiques. En fait. Il n'y a pas d'autres examens. Non. Souvent, on fait donc cette consultation de remise des résultats. Et à 1 an, on a tendance à refaire un contrôle de l'ostéodensitométrie pour évaluer un peu la perte osseuse ou pas. Et après, si tout est normal, on vous voit de manière annuelle, s'il n'y a pas d'événements intercurrents dans l'intervalle, bien sûr, parce que moi j'ai une personne qui a fait un choc anaphylactique, je l'ai reçue en urgence alors qu'elle n'avait aucun symptôme jusque-là, pour remettre en place un suivi encadré, pour qu'elle aille voir justement l'allergologue et qu'on mette derrière les désensibilisations en place parce qu'il y avait besoin. C'est vraiment du cas par cas. Est-ce qu'on a un recul sur l'évolution des symptômes au cours d'une tranche de vie prolongée? Parce qu'il y en a quand même un certain nombre parmi nous qui ont été diagnostiqués il y a longtemps et certains constatent que les symptômes peuvent évoluer avec le temps sans pour autant passer vers une mastocytose agressive, mais en tout cas, on peut avoir des symptômes différents au cours du temps. Oui. Est-ce que ça a été un petit peu étudié? Est-ce qu'il y a de la littérature là-dessus? Est-ce qu'on a suffisamment de recul? Non, après c'est clinique parce que nous on travaille depuis un moment sur la mastocytose, on a notre recul, notre expérience clinique aussi. Chaque patient est unique. Je le répète, vous êtes tous uniques dans une maladie qui reste orpheline. Les symptômes, ils peuvent évoluer avec le temps, en bien, en moins bien. Il peut aussi, même d'une journée à l'autre, être évolutif parce que vous avez été exposé à quelque chose, vous avez été malade, il y a une piqûre de guêpe en même temps, et puis vous avez mangé plein d'histamine. C'est vraiment très aléatoire. Avec certitude, ce que je peux vous dire, c'est qu'un patient qui a une mastocytose cutanée peut parfois amplifier ses lésions cutanées. Dans la majorité des cas, ça reste stable et très rarement, ça peut disparaître. Ça a été bien décrit dans la littérature. Excusez-moi, dans la même chose, moi je suis atteinte d'un SAMA, donc, pas de mastocytose, mais je présente une hépatomégalie et une ostéopénie. J'ai un peu du mal à ça, par contre, ce sont des choses qui sont pas... Alors, le rhumato n'a pas été là, mais sur l'ostéopénie, il y a quand même aussi d'autres choses à éliminer. On fait un gros bilan avec une grosse prise de sang, parce que si vous avez une carence en vitamine D, ça peut amplifier l'ostéopénie. S'il y a une malabsorption parce que vous mangez moins d'aliments qui va renforcer le calcium, du coup, il y a une ostéopénie qui se fait. Il y a plein d'autres facteurs à vérifier. Et après, l'hépatomégalie, il faut la surveiller. Ça dépend aussi de la taille du foie. Et c'est pas un signe d'agressivité dans le SAMA. On surveille. À ma connaissance, il n'y a pas d'ostéoporose dans le SAMA, mais à la pathologie. Oui. Tu peux préciser comment. Oui. Il y a le docteur Dagboé, rhumatologue, qui est notre référent côté rhumatologie, qui a montré que dans le SAMA, il n'y avait pas d'ostéoporose en franche. Il y avait quelques cas d'ostéopénie. Mais c'est toujours pareil. On est dans cette salle tous carencés en vitamine D. Donc si vous ne faites pas des renouvellements de vitamine D, la vitamine D sert à fixer le calcium sur les os. Donc voilà. Donc c'est des petites choses auxquelles des fois on est pris vite et on oublie, mais c'est des choses qui sont importantes quand même.